Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et chaque lundi, en début de semaine, le thème, c'est celui des États-Unis et de l'actualité politique et économique américaine. Le quart d'heure américain avec notre correspondant américain à distance avec nous, Pierre-Yves Dugas. Bonsoir Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être là. Pierre-Yves, vous avez raison de le noter dans la séquence qui va se dérouler tout au long de la semaine. Avant le 2 avril, il y a le mardi 1er avril qui sera un jour d'élection spéciale en Floride pour renouveler 2 sièges de membres de la Chambre des représentants, 2 membres républicains de la Chambre des représentants, Pierre-Yves. Et oui, 2 sièges qui correspondent à des circonscriptions qui avaient été largement remportées par Donald Trump au mois de novembre. Et si l'on en croit les sondages, mais faut-il croire les sondages, les démocrates sont partis pour faire beaucoup mieux qu'en novembre dernier, voire peut-être pourront-ils ravir aux républicains la 6e circonscription de Floride, qui était celle de Mike Waltz, qui a démissionné dans les heures qui ont suivi son élection début novembre pour devenir conseiller à la sécurité de Donald Trump. En ce qui concerne la première circonscription de Floride, c'était celle de Matt Gaetz, qui lui aussi a démissionné, qui ambitionnait de devenir secrétaire à la justice, Attorney General, et puis quand on est allé vraiment fouiller un petit peu plus sérieusement dans son placard, on a trouvé tellement de cadavres que les républicains du Sénat ont fait comprendre à Donald Trump qu'il n'était pas question qu'il vote pour un individu pareil. Du coup, Matt Gaetz n'est plus le représentant de la première circonscription. Cette première circonscription se trouve au nord-ouest de la Floride, à la frontière de l'Alabama. C'est très conservateur, il y a beaucoup de militaires. Et là, il semble que la bonne personnalité, crédible en tout cas, de l'homme qui était le directeur financier de l'État de Floride, suffise pour garantir que cette circonscription restera républicaine. Alors c'est très important parce que, ne l'oublions pas, les républicains aujourd'hui n'ont que 218 sièges à la Chambre, les démocrates en ont 213, et il y a 4 sièges vacants. Alors vous me direz, comment se fait-il qu'il n'y ait que 2 élections spéciales, 2 élections exceptionnelles, alors qu'il y a 4 sièges vacants? Eh bien, parce que c'est au gouverneur de chaque État de décider quand auront lieu ces élections législatives extraordinaires. Et le gouverneur du Texas n'est pas pressé de convoquer les électeurs pour le siège vacant qui appartenait à quelqu'un qui est décédé depuis. Même chose en Arizona où le gouverneur hésite pour le moment. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir qu'un siège de la 21e circonscription de l'État de New York, celui de Elise Stefanik, n'est pas à pourvoir. Elise Stefanik, là encore, avait annoncé qu'elle démissionnerait de son poste de représentant parce qu'elle s'était illustrée de manière assez brillante au moment des auditions publiques qui ont été humiliantes pour la direction des grandes universités américaines, Yale, Harvard, etc., et qu'elle avait été présélectionnée par Donald Trump pour devenir ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies. Et quand les républicains, il y a quelques jours seulement, se sont aperçus que cette élection spéciale de la 21e circonscription de l'État de New York risquait de mal tourner pour eux, Elise Stefanik s'est découvert une passion pour continuer de défendre les intérêts de ses électeurs de l'État de New York et met de côté le poste qu'elle ambitionnait aux Nations Unies. Cela est immédiatement interprété comme la perception d'une forte inquiétude de la part des républicains qui ont gagné mieux qu'ils ne le pensaient les législatives et les présidentielles de novembre, mais qui, aujourd'hui, en ce début du mois d'avril, se rendent compte que leur popularité n'est plus ce qu'elle était. Alors il faut rappeler une chose importante dans les élections américaines, c'est que, particulièrement en cette période trumpiste, Donald Trump gagne des élections parce qu'il fait voter pour lui des gens qui ne voteraient pas. Mais que quand on est dans le cadre d'une élection anticipée, enfin d'une élection spéciale, cet effet de mobilisation de Donald Trump n'est pas là. On ne va voter que pour un représentant, pas pour Donald Trump. D'où l'importance accordée par Donald Trump dans cette élection. Il est intervenu dans les 2 circonscriptions de Floride par téléphone devant des centaines de supporters
pour expliquer qu'il était très important de voter pour les candidats républicains et que ces derniers pourraient aller à la Maison-Blanche et lui téléphoner à tout moment pour défendre les intérêts de leurs électeurs. On prend ça très au sérieux parce qu'il y a un enjeu national. Si les républicains perdent encore quelques voix à la Chambre des représentants, l'essentiel des promesses électorales de Donald Trump risque de passer à la trappe. Il s'agit, de la reconduction des baisses d'impôts qui avaient été votées en 2017 et qui vont expirer fin 2025. Il faut absolument que le Congrès vote cette reconduction si la promesse de Donald Trump doit être tenue, une réforme du système de l'immigration et, petit détail qui intéresse beaucoup les gens qui suivent Smart Bourse, le relèvement du plafond de la dette qui devra intervenir en juillet-août. Oui, effectivement, un enjeu très très important que cette fine majorité à la Chambre des représentants pour le Parti républicain et donc 2 élections spéciales notamment à suivre en Floride avant même les annonces tarifaires. L'autre sujet, Pierre-Yves, c'est la vitesse à laquelle les esprits animaux se sont refroidis aux États-Unis quand on voit toutes les enquêtes, alors auprès des ménages en l'occurrence, passer d'un optimisme débridé en novembre dernier à un pessimisme fin du mondisme dans les dernières enquêtes du mois de mars. Comment on passe d'un état d'esprit à l'autre aussi rapidement, Pierre-Yves ? Vous vous souvenez, il y a un an, le New York Times, il y avait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, le Washington Post, CNN, mes médias favoris, vous voyez, Grégoire, nous expliquaient que l'économie allait très bien, que Joe Biden était parfaitement en charge, que toutes ces rumeurs selon lesquelles il était fatigué, il dormait tout le temps, ce n'était pas vrai du tout, que l'économie américaine allait très bien, que l'inflation était en voie de résorption, et que ce pessimisme des Américains, qui entraînait une montée de la popularité de Donald Trump et des républicains, que ce pessimisme était tout à fait injustifié et irrationnel, et qu'il était entretenu par la mauvaise foi de Fox News. Aujourd'hui, on a le phénomène inverse. Les mêmes médias ont absolument besoin que l'Amérique tombe en récession. C'est nécessaire pour valider leur virulente opposition à tout ce que fait de manière brouillonne, précipitée et outrancière Donald Trump depuis 2 mois. Et ils veulent une récession, ils souhaitent une récession, ils veulent que les fusées de SpaceX explosent en vol. C'est important pour valider la thèse selon laquelle le Trumpisme est un danger pour la démocratie américaine. Et là, je ne fais que citer les lignes quotidiennes du Washington Post et du New York Times. Alors, que constate-t-on ? Les Américains sont extrêmement inquiets et cette incertitude créée par la politique changeante de Donald Trump en matière tarifaire, en matière de droits de douane donc, contribue à la confusion et à l'inquiétude des entreprises, des épargnants, notamment en bourse, et des consommateurs, c'est indéniable. Le marché du travail ralentit, le chômage remonte un petit peu, on est toujours à un niveau correct, et la croissance ralentit sérieusement. On risque d'avoir au premier trimestre une croissance de l'ordre de 0,3, 0,4% peut-être en rythme annuel, ce qui est beaucoup moins glorieux que les 3 et quelques que l'on observait à la fin de l'année dernière. Et puis l'inflation, qui, Donald Trump lui-même le reconnaît, était une des raisons fondamentales de la défaite des démocrates. Cette inflation, elle ne baisse plus. Et on peut même défendre la thèse qu'elle est en train d'accélérer un petit peu à nouveau et qu'elle risque d'accélérer, ne serait-ce que de manière transitoire, adjectif ô combien dangereux, si les droits de douane qui nous sont promis par Donald Trump et dont il va rajouter une couche le jour de la libération du 2 avril, si ces droits de douane sont mis en œuvre. D'où une réelle inquiétude, une démobilisation des républicains et la possibilité, et on l'observe dans toutes les enquêtes d'humeur des Américains, que ce ralentissement de la conjoncture inquiète les anticipations, le moral des Américains sont tombés au plus bas depuis 2022. Et c'est présenté comme une catastrophe. Je rappellerai tout de même qu'en 2022, Joe Biden était président et qu'en 2022, les mêmes journalistes nous expliquaient que tout allait très bien. Bon, c'est intéressant. L'enquête de l'Université du Michigan, notamment, alors qui est très polarisée entre démocrates et républicains, mais c'est vrai que les dernières mesures montrent quand même une baisse de morale assez concomitante entre les partisans démocrates et les partisans républicains. Les deux sont affectés.
loin de moi la volonté de nier l'évidence du ralentissement de la consommation et de la forte inquiétude des consommateurs américains, créée en partie par l'incroyable violence de la politique mise en œuvre par Donald Trump depuis le 20 janvier. Ce n'est pas mon propos. Je veux simplement relativiser les choses et rappeler qu'il y a un an, c'était l'inverse. En 2008-2009, le moral des consommateurs américains s'est effondré et la consommation a suivi. L'an dernier, le moral des consommateurs américains a plongé, mais la consommation a continué de grimper. Aujourd'hui, que va-t-il se passer ? Est-ce que ces enquêtes sur le moral des Américains vont se traduire par un ralentissement effectif de la consommation ou au contraire, les beaux jours reviennent, le printemps revient et les choses vont se normaliser ? C'est probablement, la vérité est probablement un petit peu entre les deux parce qu'il est indiscutable que les hausses de prix que nous promettent sur certains secteurs, notamment l'automobile, tous ces droits de douane qui sont présentés comme la panacée par le président Trump, vont faire mal au budget du consommateur américain moyen. Il y a un indicateur moi, qui me plaît énormément et qui est assez simple à suivre, c'est celui du prix de l'essence à la pompe. Il est tombé en dessous de 2 dollars le gallon en décembre. Aujourd'hui, on est à 2,24. Rien que là, même si 2,24 est historiquement très bas, rien que sur ce petit indicateur-là, les Américains qui tous les jours doivent faire le plein se demandent à quelle sauce ils seront mangés au cours des prochains mois. Bon, tout est une question d'ampleur, de magnitude. Jusqu'à présent, Jérôme Powell fait bien la distinction entre les soft data, les enquêtes de morale qu'il voit effectivement s'affaiblir et les données dures, alors qui sont un peu retardées certes, mais qui montrent quand même encore une certaine résilience de l'économie américaine. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi pour ce quart d'heure américain dans Smart Bourse sur Smart for Change. Smart Bourse vous a été présenté par Silex. Conseil en investissement, produits structurés, gestion d'actifs, technologie.